Bonjour à tous pour ceux qui arrivent. Bonjour Adeline. Je crois reconnaître Stéphanie Deschaux. Anne. Bonjour Anne. Alors Claire, je ne sais pas qui c'est. Célien, que je reconnais. Bonjour. Et bienvenue. On va attendre une ou deux minutes avant de commencer. Alors, j'ai monsieur ou madame Lagrave, je ne sais pas qui c'est. Qui est-ce que j'avais dans les inscrits? Vous pouvez me mettre un petit message si vous voulez sur le chat. Voilà, un petit bonjour, un petit message avec votre prénom. Ce sera plus facile de se souvenir des prénoms que des noms. Voilà. Alors, j'ai aussi Di Biasio. Alors, comme je ne sais pas qui c'est, si c'était possible de me mettre un petit prénom. Adeline, bon, je t'avais reconnu, il n'y a pas de souci. Ok. Enzo, très bien. Bienvenue Enzo, merci. Et pour monsieur ou madame Lagrave, je ne sais pas qui c'est. Ravi également. On va commencer dans une minute. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Quentin, bonjour Quentin et bienvenue. Alors Quentin, je ne sais pas si on se connaît, je ne crois pas. Stéphanie, oui, je t'avais reconnu Stéphanie, il n'y a pas de souci. Ok, bon. Alors, il est 13h01, donc on va démarrer ce premier webinaire, puisqu'en fait, c'est le premier d'une série sur le thème général de la complexité, des projets complexes et ambitieux. Alors, derrière projet complexe et ambitieux, il faut comprendre projet complexe et difficile. Et d'ailleurs, quand on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Et ce premier webinaire, qui est le premier d'une série, j'ai choisi en fait de le présenter sous l'angle de l'inspiration et les émotions comme moteur de la réussite des projets complexes et ambitieux. Bien évidemment, ça n'est pas la seule façon d'aborder cette question-là. Je m'interromps une petite seconde pour m'assurer que tout le monde m'entend bien. Est-ce que vous pouvez juste me mettre un petit oui dans le chat pour me confirmer que tout le monde m'entend bien? Très bien, super, merci beaucoup. Et bienvenue Guillemette. En même temps, je surveille pas forcément tous les arrivés. Voilà, très bien. OK. Donc, effectivement, premier d'une série sur ce thème de l'inspiration et les émotions comme moteur des projets complexes et ambitieux. Alors, il faut que je retrouve. Voilà. Et donc, j'ai envie de vous poser la question. Effectivement, c'est cet angle-là que j'ai choisi. Oui, je précise aussi au passage, peut-être, je reviens un instant sur ma diapo d'avant, que ce webinaire n'a pas pour objectif de traiter, on va dire, de comment gérer ses émotions, mais plus exactement d'utiliser ces émotions comme moteur de la réussite des projets complexes et ambitieux. Voilà, donc je préférais préciser ça avant de commencer, même si évidemment il y a des liens entre les deux, on va peut-être être amené à en parler, mais c'est bien comment utiliser ses émotions et son inspiration pour réussir les projets ambitieux. Il me semblait que j'avais autre chose à vous dire avant. Voilà, moi, pour pouvoir faire un webinaire le plus interactif possible, je vous propose peut-être déjà de me mettre dans le chat en quelques mots quels sont vos propres projets complexes et ambitieux, quel est votre projet complexe et ambitieux. Je pourrais dire, puisque j'ai choisi cette photo de montagne, c'est un peu ma passion, c'est le sommet de l'Everest, eh bien, quel serait votre propre Everest actuel en quelques mots, de façon à ce que je puisse tâcher de m'ajuster, on va dire, en permanence à vos attentes. Voilà, si chacun, vous pouvez mettre un petit mot à ce sujet-là, ou si peut-être vous êtes venu juste pour voir, eh bien, vous pouvez me le mettre également.
Alors, Enzo, donc c'est un projet de transformation et conduite du changement au sein d'EDF, avec l'objectif de favoriser la coopération et la transversalité. Donc oui, effectivement, un projet de transformation, on est bien d'accord, hein, que c'est complexe et ambitieux. En général, la transformation rencontre beaucoup de freins. Ok, très bien. Merci beaucoup, Enzo. Et effectivement, si en plus le but c'est de favoriser la coopération et la transversalité, ça ne se fait pas forcément naturellement. Gérer, manager les jeunes post-Covid. Ok, très bien, merci. Alors, c'est comment votre prénom? J'ai le nom de Mercier, mais j'ai pas votre prénom. Peut-être qu'on se connaît d'ailleurs, je ne sais pas. Ah, bah c'est Patrick, excuse-moi. Ok, Patrick, salut. Ok, et effectivement, on en a parlé un petit peu. Merci. Et on va attendre que les autres aient le temps. Voilà, Adeline, donc développer mes accompagnements en ligne, plus spécifiquement les personnes hypersensibles. Donc, en fait, Adeline, c'est bien développer des accompagnements pour les personnes hypersensibles, hein. C'est bien ça, hein. Redis-moi si j'ai bien compris. Merci Adeline. Est-ce que pour les autres, vous pouvez mettre un petit mot, peut-être Anne si tu le souhaites, Claude, Stéphanie, voilà, Quentin, si vous voulez rajouter un petit mot, ou peut-être tout simplement me dire que vous êtes là pour écouter et puis vous informer, ça peut me suffire, si vous n'avez pas d'Everest, on va dire, actuel. Stéphanie, donc créer une communauté d'entrepreneurs, développer une intelligence collective. Ok. Anne, obtenir un job en rapport avec mes valeurs pour faire accepter mes différences. Ouais, ça, c'est pas simple. Effectivement, on a eu l'occasion d'en parler. Ok, allez, on laisse encore 30 secondes aux derniers qui ne se sont pas exprimés, peut-être pour mettre un petit mot. Quentin, m'informer, m'inspirer sur projet d'accompagnement social en milieu associatif. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément un objectif, hein, si je comprends bien, pour Quentin, mais plutôt s'inspirer, justement, alors c'est c'est le cas de le dire, pour un projet d'accompagnement social. D'accord. Et Claire, améliorer la communication en s'appuyant sur l'inspiration et les émotions. Ok, donc là aussi, c'est peut-être plus de façon globale, hein, c'est ce que je comprends. Ok, alors, ce que je vous propose, on va avancer un peu plus et je vais tâcher de tenir compte de vos remarques au fur et à mesure. Alors, pour quelles raisons? D'abord, les projets complexes seraient difficiles, justement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'écueils et beaucoup d'obstacles aux projets complexes, et c'est souvent quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. La première chose, déjà, avant de rentrer dans toutes les phrases que j'ai indiquées là, d'ailleurs, je ne sais pas comment je fais pour les faire apparaître une par une, mais c'est pas très grave. Donc, ne lisez pas pour l'instant, restez concentrés sur ma parole. La première chose, c'est que souvent, la complexité, on ne la voit pas. On ne la voit pas parce que notre cerveau a tendance à filtrer les informations de façon à essayer déjà d'en capter, on va dire, la quintessence, d'en capter quelque chose de compréhensible, de lisible. Donc, ça veut dire que le premier réflexe face à la complexité, c'est d'essayer de la réduire, de la simplifier, et de la simplifier bien souvent à outrance. Et c'est ce qui fait que, n'ayant pas une vision, une compréhension complète de cette complexité, effectivement, on risque la plupart du temps de l'aborder de façon simpliste. Et en l'abordant de façon simpliste, eh bien, on l'aborde pas de la façon pertinente. Alors, oui, il y a plusieurs paradoxes sur la complexité. Il y a un premier paradoxe, c'est qu'il faut effectivement décortiquer en éléments simples, mais il y a une difficulté, c'est que tous ces éléments simples qui constituent la complexité, eh bien, ont une forme d'interdépendance entre eux. Donc, plus on cherche à décortiquer, plus on cherche à découper la complexité, plus on risque de ne pas voir l'interdépendance. Et on risque tout simplement d'avancer dans la complexité pas de la bonne façon. Deuxième paradoxe auquel je vous propose, c'est le fait qu'il faut à la fois garder le cap en ayant suffisamment de prise de recul, mais il faut en même temps savoir rentrer dans le détail pour capter les détails clés et ce qu'on appelle bien souvent des signaux faibles. Donc, cette combinaison entre suffisamment de détails, mais pas trop, suffisamment de détails, rentrer dans le détail et garder une prise de recul, eh bien, c'est ça qui fait que parfois, on manque d'une certaine façon la solution dans la complexité.
Un autre paradoxe, c'est que il faut savoir préparer suffisamment la complexité, et je pourrais vous donner des exemples juste après. Et en même temps, il faut être extrêmement dans l'action. On sait que c'est par l'action, on dit souvent avancer en marchant, hein, la politique des petits pas. Il faut essayer et faire des erreurs pour arriver à corriger et trouver le bon chemin. Donc il y a une forme de mix entre le temps long, la préparation, et le temps court, qui est l'action. Et puis, on parle souvent aussi de ténacité, de persévérance dans les projets complexes. Certes, il faut être tenace et persévérant, mais en même temps, il faut savoir être presque l'inverse, d'une certaine façon. L'agilité et l'adaptabilité, c'est la capacité à remettre en cause son cap d'une certaine façon, ou en tout cas à remettre en cause la ténacité sur une façon de faire. Et puis, un autre paradoxe, c'est, et justement ça fait le lien avec le thème d'aujourd'hui, c'est rationalité versus émotion. C'est-à-dire que d'une certaine façon, oui, on a besoin de rationalité pour décortiquer, pour analyser, pour résoudre les problèmes, mais en même temps, et on a absolument besoin des émotions pour surmonter les obstacles qui sont ceux qui nous sont proposés dans la complexité. Et puis enfin, sur justement, ça va faire le lien peut-être avec ce qu'évoquait Quentin, hein, sur l'accompagnement social, et puis peut-être aussi Stéphanie et aussi Enzo, hein, me semble-t-il, pour le projet de transformation et favoriser la coopération et la transversalité dans les projets EDF. Eh bien, c'est que il faut à la fois une équipe, il faut à la fois faire jouer l'intelligence collective, et en même temps, il faut de temps en temps s'appuyer sur un leader charismatique qui emmène, qui embarque. Voilà, alors je passe à la page suivante. Alors, juste quelques mots quand même pour vous dire pourquoi je me suis spécialisé dans ce sujet. Bah, d'abord, la complexité, la difficulté, les projets complexes et difficiles m'ont toujours passionné. J'ai toujours, on va dire, travaillé sur ces sujets. Je pourrais dire d'une certaine façon, alors je me suis appelé Apollo Conseil, hein, là, ma société s'appelle Apollo Conseil, et c'est pas un hasard, c'est parce que effectivement le programme Apollo, qui a été il y a 54 ans le programme qui a permis d'emmener l'homme sur la Lune, eh bien le voyage était quelque chose d'extrêmement complexe. Ceux qui ont quelques infos là-dessus savent qu'en fait, alors, il y avait un petit schéma à une époque qui était paru dans les années 69, justement à l'époque d'Apollo 11, le premier voyage, qui montrait le voyage lunaire en 90 étapes. Et en rentrant dans le détail de ce voyage, eh bien, on pourrait imaginer que c'était tout conçu de façon extrêmement structurée, extrêmement planifiée, carrée, avec des hommes qui avaient été tous choisis parce qu'ils sont des champions dans leur domaine. Certes, c'était des champions dans leur domaine, hein, que ce soit les scientifiques, les pilotes, les techniciens, les médecins. On pouvait penser qu'ils étaient tous surentraînés, avec des méthodes très cadrées. En fait, la réalité, elle est un peu différente. C'est que l'inconnu était là en permanence. Les hommes avaient des faiblesses, comme nous tous, comme vous et moi, on a tous des faiblesses. Ils avaient même des problèmes d'entente, hein, entre eux. Il y avait des erreurs fatales. Le programme Apollo a subi des erreurs absolument dramatiques, comme par exemple avec l'incendie de la capsule Apollo en janvier 67. Donc 3 hommes qui sont morts dans un entraînement parce que la cabine avait été conçue avec beaucoup de défauts et qu'à l'époque, les astronautes n'osaient pas trop dire qu'il y avait des problèmes de conception. Donc c'est avec ces échecs, encore plus d'échecs et le fait de refaire et de refaire qu'ils ont réussi à avancer. Donc voilà, cette complexité, eh bien, elle m'a toujours passionné. Ce qui me passionne, c'est l'envers du décor. C'est cette partie émergée de l'iceberg, cette partie qu'on ne voit pas de la complexité, puisque, comme je vous le disais, notre cerveau a tendance à sursimplifier pour mieux comprendre. Je voudrais aussi dire que je suis et j'aime la combinaison de polarités opposées. Je vous parlais tout à l'heure de ces paradoxes, hein, de la complexité. Eh bien, un exemple concret, quand j'ai passé des tests de personnalité, ça m'est arrivé très souvent, à chaque fois, j'avais des difficultés à choisir entre, vous savez, dans les tests, il y a beaucoup de questions où on vous demande de choisir entre deux propositions qui semblent relativement opposées, voire totalement opposées. Pour moi, c'était quasiment impossible. Autre exemple, je me décris comme à la fois hyper rationnel et très intuitif. Je me décris comme adorant l'analyse et adorant la synthèse, l'exigence et la bienveillance. Et donc, d'une certaine façon, c'est ça qui m'a conduit à adorer la complexité parce que je baigne dedans et que ce sont des solutions finalement. Cette combinaison de polarités opposées constitue une solution à la complexité.
Alors, je voudrais peut-être vous citer 2 expériences, que j'ai eues, professionnellement sur cette complexité. Une première, c'était quand j'étais chez PSA, donc il y a quelques années de ça, j'ai pris mes fonctions de chef d'atelier logistique au montage et j'avais, à l'usine terminale de Poissy, j'encadrais, 200 caristes, 220 caristes et en arrivant dans ma fonction, ils venaient en fait juste avant de changer l'organisation. Donc il y avait un projet de transformation, un peu comme pour vous Enzo. Ce projet de transformation consistait à demander aux caristes non plus seulement de conduire leur car à fourche, mais aussi de passer les commandes dans un système informatique. C'était les débuts de l'informatique, on pourrait dire, dans les années 95, 93. Et à cette époque-là, tous les caristes se sont mis en grève à cause de cela. Et le directeur de l'usine et le DRH de l'usine, qui étaient des ingénieurs très structurés, très rationnels, avaient dit, bon, voilà, il y a un problème de salaire, il faut qu'on essaye de résoudre ce problème de salaire, qu'on négocie ce problème de salaire. OK. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas capté dans cette complexité-là, c'est qu'il y avait véritablement le besoin de la part des caristes d'une reconnaissance du fait qu'ils étaient sortis de leur zone de confort. Donc, moi, ce que je ressentais, c'était ça. Je ressentais qu'il y avait vraiment un besoin de reconnaissance du métier. Le métier de cariste était très peu reconnu. Dans le fond, on pouvait dire, grâce à cela, grâce au passage de commande, on leur attribuait une forme de valeur supplémentaire, sauf que on leur demandait de faire cet effort, mais il n'y avait pas de reconnaissance de cette valeur. Et ce qui s'est passé, c'est que pour arrêter la grève, il a fallu en passer aussi par, on va dire, des discussions dans l'émotionnel, pour, dire à quel point on reconnaissait qu'effectivement ils avaient fait cet effort-là. Et puis un deuxième exemple que je voudrais vous citer, j'ai toujours été très vite dans ce que je fais, dans l'observation, la compréhension des choses, dans l'action, et non seulement je trouvais que c'était bien d'aller vite, mais que ça me permettait de faire beaucoup de choses dans un temps réduit, donc ça me satisfaisait. Et puis en 2005, j'ai pris la fonction, d'accompagnement des entrepreneurs à la CCI d'Ille-et-Vilaine et à cette époque-là, accompagner des entrepreneurs ou des créateurs d'entreprises, eh bien la difficulté c'est que, ils ont besoin, les entrepreneurs ont besoin à la fois de temps pour réfléchir, ils ont besoin aussi, en général, ils expriment un besoin de liberté et d'autonomie. Donc, ils ont beaucoup de mal à accepter l'idée de recevoir des conseils. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je change un peu de paradigme, que je ne sois plus dans cette vitesse à vouloir absolument leur donner des solutions, des conseils, mais plutôt dans un temps beaucoup plus long et un temps où j'étais plus dans l'écoute. Donc presque l'inverse de ce que moi je pensais être bien. Donc cet exemple-là, pour vous dire qu'il a fallu que j'en passe par la compréhension de cette partie un peu émergée de l'iceberg, cette partie, on va dire, masquée de la complexité pour pouvoir avancer. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans le détail là-dessus parce que j'aimerais bien vous donner peut-être d'autres informations, mais peut-être aussi vous donner 3 autres exemples qui me semblent assez emblématiques aussi de cette question de la complexité. Alors, le premier, c'est l'image de l'Ukraine, vous voyez, donc ici. Donc, cette image de l'Ukraine, on pourrait dire c'est assez facile en ce qui concerne le conflit ukrainien de prendre parti pour l'Ukraine, tout simplement parce que c'est un réflexe humain une traduction de notre empathie naturelle. Mais en même temps, ne jamais fermer les portes aux négociations est absolument essentiel, aussi bien auprès de Poutine, mais aussi auprès de tous les Russes, parce qu'on sait que demain, quand la guerre sera terminée, un jour, on l'espère tous, eh bien, il faudra bien qu'à un moment donné, on renoue le contact avec la population russe. Parce que cette population russe, ce sont des hommes et des femmes comme nous, comme vous et moi, et qu'on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. On pourrait même se dire que demain, la logique voudrait que la Russie peut-être fasse partie de l'Europe. Pourquoi pas, d'une certaine façon. En tout cas, ça semble beaucoup plus la logique de l'histoire de se dire qu'à un moment donné, on va travailler ensemble, main dans la main, plutôt que de s'ignorer, juste parce qu'à un moment donné, on était en guerre les uns contre les autres. Le deuxième exemple, c'est avec vous voyez cette image-là, c'est la question de l'environnement. On a beau alerter depuis 20 ans, plus de 20 ans, sur le fait qu'on va dans le mur, on voit pas de virage significatif, de changement d'état d'esprit au plus haut niveau. On a beau, on va dire, tâcher d'expliquer que, en fait, pourquoi les choses n'avancent pas, c'est parce qu'on a des biais cognitifs. Peut-être que certains, vous connaissez, vous savez, le paradoxe de la grenouille. On plonge une grenouille dans l'eau bouillante, elle ressort immédiatement. Par contre, si on la plonge dans l'eau froide et qu'on fait chauffer doucement, eh bien, elle va se laisser mourir à petit feu. Et donc, ce paradoxe-là semble expliquer pourquoi l'être humain, entre guillemets, se laisse mourir à petit feu
par la chaleur aussi, alors que c'est sa survie qui est en jeu. Donc oui, on semble expliquer ça comme ça. Pour autant, rien n'avance. Donc on a essayé le bâton, on a essayé la carotte. On se dit il faut parler de façon négative, puis parler de façon positive, et rien ne fonctionne. Donc on voit bien que l'homme a réussi à aller sur la Lune, mais par contre, résoudre ce problème complexe, il ne sait pas faire. Donc voilà ce qui me passionne, c'est que voilà pourquoi je me suis spécialisé là-dedans, c'est que je me dis qu'il y a vraiment des enjeux vraiment fondamentaux et extrêmement motivant. Et puis le troisième enjeu ici, avec cette image de petite fille qui lit, c'est l'enjeu de l'éducation. Alors, les ministres passent et on a l'impression que notre système scolaire est toujours dépassé. Alors, juste un exemple, hein, toutes les études de l'OCDE le montrent, notre système scolaire est un des plus inégalitaires d'Europe et même un des plus inégalitaires du monde. Donc on se dit, alors qu'on est un pays très bien développé, on devrait se sentir particulièrement en avance, mais dans ce domaine-là, nous sommes assez mauvais. On ne dispose pas de véritable formation à la pédagogie pour les enseignants. Bon, il y a une pénurie de vocations, parce que peut-être on n'a pas suffisamment motivé, pas suffisamment bien payé les enseignants. Dans le système scolaire, pourquoi il a tendance à être mal adapté? Ben, en fait, on a privilégié les mathématiques pendant des années en se disant que c'était génial pour la technologie, mais sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça suffit plus. On a privilégié le rationnel pendant des années en se disant que c'était génial parce qu'il fallait justement du rationnel pour la science. Mais aujourd'hui, on se rend compte que s'il n'y a pas la question émotionnelle, on ne peut pas avancer. S'il n'y a pas les émotions, eh bien, on ne peut pas bien apprendre. On se rend compte que les émotions sont essentielles dans le processus d'apprentissage. Et bon, pour terminer, je pourrais parler des problèmes de syndicats. Et finalement, les problèmes de syndicats, certes, c'est un autre problème complexe. C'est comment discuter avec les syndicats. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre gouvernement? C'est qu'on ne prend pas le temps, on n'a pas envie de faire les efforts suffisants pour s'engager dans ce genre de discussion complexe. Et moi, bah, pour ma part, j'ai la conviction que si on ne traite pas cette complexité, eh bien, on n'avancera pas dans ces problèmes qui sont pourtant des enjeux absolument essentiels. Alors, ce qui me motive aussi, c'est que je vous propose 3 images aussi. C'est que la première image que vous voyez en haut à gauche, eh bien, c'est l'image d'une fusée qui explose, tout simplement parce que quand on ne résout pas la complexité, quand on n'avance pas sur la complexité, eh bien, ce sont des projets qui sont ratés, recommencés, re-ratés, juste par faute d'une bonne compréhension de la complexité. La deuxième image que je vous propose ici, vous voyez peut-être, c'est Antoine Griezmann qui tire un penalty face au gardien de but allemand. Et en fait, pourquoi je vous propose cette image-là? C'est que, en fait, la plupart du temps, comme je vous disais en introduction, la complexité, on n'en perçoit qu'une toute petite partie. Et si on manque d'informations stratégiques, eh bien, on va prendre des décisions qui sont totalement erronées. Et donc, si on ne possède qu'une partie de la vérité, ou parce qu'on manque d'humilité ou d'agilité, eh bien, on ne va pas voir les liens d'interdépendance entre tous les éléments et on va penser résoudre un problème, mais en créant d'autres problèmes à côté. Pourquoi cette image-là? Parce que d'une certaine façon, le gardien de but est parti d'un côté, tout simplement parce qu'il était incapable d'avoir l'information clé, c'est-à-dire de quel côté allait partir le ballon. Et puis enfin, ici, cette dernière image, c'est l'image pour illustrer la question de conflit, parce que oui, on peut dire qu'une partie des conflits que nous vivons, des conflits, j'entends, d'entreprise, des conflits professionnels, eh bien, sont liés à des problèmes d'incompréhension ou de mauvaises décisions. Et tout cela, ça conduit à du gâchis. Donc, moi, je me dis que c'est un challenge extrêmement motivant. Alors, peut-être un élément maintenant concret pour vous dire comment, moi, sur un exemple concret, j'ai utilisé les émotions comme moteur de la réussite. Alors, pourquoi cette image d'aéroport? Parce que il y a quelques années, j'accompagnais un dirigeant dans le domaine aéroportuaire et ce dirigeant me disait qu'il avait trop d'émotions, trop fortes, débordantes, et que ça l'empêchait de communiquer de façon efficace dans les moments clés. En fait, son objectif exprimé était en quelque sorte de faire que ces émotions ne soient plus perçues comme un handicap, mais perçues comme plutôt un atout. Et comment j'ai fait? D'abord, je l'ai fait travailler justement sur sa perception des émotions, parce que
le point de départ, c'est que c'est lui qui avait une perception négative de ses émotions. Il considérait que ces émotions étaient, on va dire, une traduction du fait qu'il n'était pas capable, en tant que manager, de se maîtriser. Et donc, c'était une forme d'aveu de faiblesse, une traduction d'une incapacité à gérer les grands enjeux. Et la réalité, c'est que je l'ai amené à faire une enquête auprès de certains de ses collaborateurs et pour qu'il constate que ça n'était pas du tout la perception de ses collaborateurs, pas du tout la même perception. Donc, en acceptant mieux ses émotions ou le fait que ces émotions n'avaient pas d'impact négatif auprès de ses collaborateurs, il a pu mieux les gérer, il a pu retrouver sa rationalité et du coup, il a pu retrouver sa sérénité dans l'action. Mais surtout, là où c'était intéressant, c'est que je lui ai fait prendre conscience que s'il masquait ses propres émotions auprès de ses collaborateurs, eh bien, en fait, ses collaborateurs les captaient quand même. Et donc, là, pour le coup, un collaborateur qui captait des émotions masquées ou qu'il cherchait à masquer, là, il y avait effectivement un impact défavorable sur sa crédibilité, sur son influence. Donc, on a travaillé sur comment laisser transparaître ces émotions, mais avec suffisamment de temps de rationalité, avec suffisamment de temps pour les laisser s'exprimer, de façon à ce qu'ils puissent reprendre ses esprits et dire: je vous ai pas partagé mes émotions et maintenant je voudrais vous partager ce que j'ai envie de faire avec ces émotions. Et là, il a découvert un potentiel inouï, c'est la grande puissance, le grand impact des émotions sur ses collaborateurs. Et comme y compris auprès de son comité de direction, il avait un projet de transformation. Et ce projet de transformation, non seulement il a pu le conduire, mais il a pu l'emmener bien plus loin que ce qu'il ne pensait. Pourquoi? Parce que ses collaborateurs, en percevant ses émotions, ont dit: c'est un homme comme nous, comme moi. Et ils ont dit: moi, j'ai envie d'aider cet homme-là, qui est un homme de chair et de sang, qui est un homme d'émotion, de rationalité et d'émotion. Donc voilà ce premier exemple que je voulais vous partager. Peut-être à ce stade, vous avez peut-être des questions parce que je me dis que j'avance beaucoup dans mon webinaire et vous avez peut-être envie de réagir déjà à ce premier exemple, cette première. Est-ce que déjà c'est clair? Est-ce que vous entendez toujours bien? J'ai pas pris le temps de demander si j'étais clair avant. Merci, merci Enzo, merci Adeline. Ok, merci Quentin. Quelle est la définition d'une émotion? Ah bah oui, je peux effectivement donner cette définition. Émotion vient du latin emovere. Emovere, c'est ce qui met en mouvement, littéralement. Ce qui met en mouvement. Donc on voit bien, et je vous remercie de la question, hein, je te remercie Stéphanie, c'était toi, puisque effectivement, pourquoi les émotions sont un moteur de réussite, c'est qu'effectivement, on a la signification dans on va dire l'étymologie du mot émotion. Si on se place il y a quelques millions d'années, centaines de milliers d'années, les émotions nous servaient tout simplement à fuir ou peut-être à combattre hein, face à une bête sauvage. Donc c'était notre survie qui était en jeu. Aujourd'hui, nos émotions, elles ne sont pas forcément là pour nous alerter d'un danger mortel, mais elles sont toujours là pour nous alerter et donc elles nous apportent des informations. Et en même temps, c'est comme ça que l'on peut faire bouger les gens. Voilà, maintenant, bon, je réponds d'une façon très, très globale, mais ce que je n'ai pas dit en introduction et qui est très important, c'est que pour pouvoir aller plus loin dans vos questions, eh bien, je vous propose et vous avez peut-être vu ici le petit cliquer ici. Alors, si vous cliquez ici, ça va vous permettre, de prendre rendez-vous avec moi, tout simplement parce que j'estime que c'est une façon de procéder, que j'ai, une façon plus pédagogique. C'est plutôt que de vouloir répondre à toutes les questions et de façon exhaustive en 45 minutes et c'est pas possible. Je préfère toujours, vous proposer, cette solution d'avoir un échange un peu plus individualisé avec moi. Alors j'ai juste un petit souci, c'est que normalement en cliquant ici, vous allez directement sur mon Calendly pour prendre rendez-vous. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi mon Calendly n'arrive pas à se mettre à jour. Donc, du coup, ça vous renvoie tout simplement vers mon profil LinkedIn. Et là, sur mon profil LinkedIn, normalement, vous avez moyen de m'envoyer un message. Et vous m'envoyez un message avec vos disponibilités. Et juste après la conférence, je vous répondrai et on calera le créneau. Je vous expliquerai un petit peu plus de quoi il s'agit dans ce rendez-vous.
Alors, Patrick, concrètement, comment a-t-il partagé ses émotions? Il a raconté ce qu'il ressentait, ce qui le troublait. N'est-ce pas un risque de montrer ses faiblesses? Ben oui, c'est effectivement ce qu'il craignait. Il y est allé petit à petit et la nature d'émotion qu'il a montré, notamment, il avait la peur, tout simplement, de, en fait, de montrer des larmes quand il y avait des choses qui étaient difficiles à évoquer, quand il y avait des choses difficiles qui se passaient dans son équipe. Et moi, je lui ai expliqué que, bah, dans le fond, montrer ses larmes, ça n'était pas du tout un aveu de faiblesse. En tout cas, c'est ça qui l'a aidé à commencer à exprimer ses émotions. Ça n'était pas toujours par des mots, hein, ça pouvait être des fois juste par des gestes. Et même les émotions se traduisent sans forcément que les larmes sortent, on peut les ressentir. J'ai un autre exemple peut-être à vous donner que je n'ai pas cité dans ma conférence, mais un jour j'avais pour un client important, une entreprise, il m'avait demandé justement de faire cette conférence sur le programme Apollo, lui parler du programme Apollo à son comité de direction, enfin on va dire à un groupe d'une cinquantaine de personnes de cette entreprise. Et le souci que j'avais, c'était que je voulais absolument m'assurer que tout le monde serait intéressé, ce qui n'était pas forcément le cas a priori, parce qu'il n'y avait pas de lien direct entre le thème de ma conférence et leurs objectifs. C'était une volonté du dirigeant, il pensait que ça avait un but positif. Et comment j'ai fait pour toucher les gens? Eh bien, j'ai touché les gens, non pas tant en rentrant dans le détail du programme Apollo, même si j'ai raconté beaucoup d'anecdotes, mais en parlant avec mes émotions. Parce que moi, ce programme Apollo me met dans un état émotionnel terrible et du coup, j'ai envie de partager ces émotions. Et ce qui s'est passé à l'issue de la conférence, c'est que la plupart des gens sont venus me voir après en me disant « mais c'était génial, j'ai été très marqué par votre conférence ». Certains m'ont dit « a priori, je n'étais pas du tout intéressé par le sujet, maintenant je suis passionné par ça ». Donc voilà, d'une certaine façon, j'ai utilisé mes émotions et je ne me suis pas forcément mis à pleurer, mais je pense que j'ai partagé mes émotions. Alors peut-être le dernier exemple avant de rentrer un peu plus dans vos questions, je voudrais parler de l'inspiration. L'inspiration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je voudrais citer peut-être l'exemple de Elon Musk. Elon Musk qui a créé SpaceX. Alors, il a réussi avant dans une société qui s'appelle PayPal, mais SpaceX, c'est surtout l'inventeur des fusées réutilisables. Et ça a été une révolution, c'est une révolution depuis maintenant une petite dizaine d'années dans le domaine du spatial. Les énormes acteurs que sont, Ariane et puis les Américains maintenant essayent de suivre SpaceX, mais SpaceX est devenu un nouvel acteur et un acteur majeur grâce à cela. Mais comment en sont-ils arrivés là? Combien d'obstacles ont-ils franchis? D'abord, Elon Musk est un monsieur un peu particulier qui a des rêves et qui pense qu'il peut réaliser tous ses rêves. Alors vous allez me dire, peut-être certains, c'est pas forcément toujours bon. Mais en tout cas, il avait un rêve et il n'avait pas de frein à ses rêves et à son imagination. Donc, d'une certaine façon, c'est le premier point de définition que je donnerais à l'inspiration. Le deuxième point, c'est que, alors d'une certaine façon, un enfant qui est jeune n'a pas de frein à son imagination. Qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'il y a l'école, puis le monde professionnel qui nous conforme dans un moule et qui a tendance à réfréner nos envies de rêve et nos envies d'imagination. Mais l'inspiration, c'est aussi avoir une très forte conviction sur cette idée et c'est la poursuivre malgré tous les détracteurs, malgré les prophètes de malheur. Vous avez toujours ceux qui disent « Ah, ça n'a jamais été fait, donc on ne pourra pas y arriver ». Et puis, paradoxalement, il y a ceux qui disent aussi « On a déjà essayé et ça n'a pas marché ». Alors, vous voyez bien que si dans les détracteurs, il y a ceux qui disent « On n'a jamais essayé, donc ça ne peut pas marcher », et puis ceux qui disent « On a déjà essayé et ça ne peut pas marcher », on voit bien la contradiction de ce système-là. Il faut bien qu'on puisse en sortir à un moment donné. Mais c'est aussi savoir ne pas s'entêter dans une direction qui ne fonctionne pas, l'inspiration. Mais le dernier point que je voudrais vous citer avec Elon Musk, c'est la culture de l'échec. Elon Musk est le premier entrepreneur à avoir lui-même pris l'initiative de communiquer sur tous ses échecs. Et il communiquait sur Twitter, il communiquait sur son site internet. Au début, les gens les regardaient avec des yeux écarquillés en se disant « mais c'est pas possible de communiquer sur les échecs ». Oui, sauf que lui les communiquait comme autant de trophées, parce qu'il considérait implicitement qu'un échec était une étape vers la victoire. Et ça a été le cas. C'est grâce à tous ces échecs qu'il a grandi, enfin que ses équipes ont grandi et ont fait progresser SpaceX, et qu'ils ont réussi in fine.
Eh bien, les dirigeants que j'accompagne aujourd'hui et qui réussissent leurs projets complexes et ambitieux, ils réunissent d'une certaine façon, ils cumulent ces 3 dimensions: oser exprimer ses rêves, avoir une conviction profonde et savoir l'exprimer. Et puis enfin, développer la culture de l'échec et je dirais, communiquer autour de l'échec. Donc voilà, ceux qui ont tout ça réussissent de grandes choses. Voilà, alors donc effectivement, je vous disais que pour aller plus loin, c'est bien de prendre un rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, mieux comprendre votre projet complexe, ne pas rester en surface, ne pas traiter le mauvais problème, et vouloir donner une boîte à outils à la complexité ne vaut rien sans un bon expert. Et la meilleure boîte à outils ne comprend pas votre spécificité. Donc voilà pourquoi je vous propose cette solution de effectivement cliquer ici pour pouvoir m'envoyer un message et prendre rendez-vous. Alors du coup, de quoi vous bénéficierez si vous prenez un rendez-vous? Vous bénéficierez d'un diagnostic individuel et détaillé. Je pourrais identifier effectivement votre objectif complexe, mais le vrai objectif complexe, comprendre toute cette partie émergée de l'iceberg dont je vous parlais, voir tout ça, peut-être révéler tout ça, comprendre les étapes à franchir pour réussir votre projet et surtout, ce que je n'ai pas indiqué sur cette diapo, je pourrais peut-être vous dire si oui ou non je peux vous aider à atteindre cet objectif complexe. Alors, je vous ai mis le lien Calendly, mais malheureusement, si vous cliquez sur ce lien, je suis disponible la semaine prochaine pour des rendez-vous, mais sur le lien Calendly, ils sont marqués comme indisponibles. Donc, vous pouvez me proposer des dates la semaine prochaine sans problème. Voilà. Alors, peut-être revenir sur les questions et sur les projets que vous m'avez évoqués. Je pense par exemple à Enzo, hein, votre projet de transformation et de conduite du changement au sein d'EDF. Peut-être si vous avez envie de m'en dire un petit peu plus et ce que vous a inspiré peut-être ce que je vous ai dit, ce serait peut-être intéressant dans les 10 minutes, 15 minutes qui nous restent. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Je vais devoir filer en réunion. OK, ça marche. Donc peut-être, Enzo, si vous avez envie, d'échanger un peu plus, ben oui, effectivement, ce serait de se programmer un rendez-vous. Je vous invite vraiment à m'envoyer le message. Alors, je sais pas Enzo, si vous avez, accès à mes messages. Je regarde en même temps que je vous parle. Sinon, vous me demandez si vous n'avez pas accès à mes messages, vous me demandez en contact direct et à ce moment-là, à partir de là, vous pourrez m'envoyer des messages. Vous pourrez m'envoyer des messages. Alors, qui d'autre peut-être voudrait faire le lien entre sa question de départ et puis ce que j'ai pu donner comme premières informations, premier niveau d'information? En tout cas, merci beaucoup, hein, Enzo, et bonne continuation, bonne réunion à vous pour la suite. Qui est-ce qu'il y a? Claire, peut-être, qui ne s'est pas exprimée. Katia, peut-être, que j'ai pas salué tout à l'heure. Fabienne, peut-être. Quentin. Qui voudrait s'exprimer, qui voudrait poser sa question peut-être un peu plus personnalisée, de façon à ce qu'on avance? Alors, Stéphanie, on associe souvent l'émotion avec une forme de faiblesse. Il y a une certaine pudeur derrière ce sentiment et quand on est dirigeant, on n'a pas de faiblesse. Voilà, bah, effectivement. Maintenant, ce qu'il faut dire, Stéphanie, c'est que certes, c'est, on va dire, un a priori assez répandu, mais ce dont moi je me suis rendu compte, c'est que en discutant avec chacun des dirigeants que j'accompagne, ce qui va faire débloquer les choses par rapport à cet a priori sur les émotions n'est pas toujours la même clé. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Merci Patrick, j'ai bien noté hein, ton message. Alors, là, j'arrive pas. Claire, persuadée, très intéressée par l'envers du décor. D'accord, bah écoutez, il ne faut pas hésiter à me contacter.
Pas de questions, merci. Tout le monde n'est pas apte à l'écoute. Comment faire comprendre à une personne lambda que nos émotions sont une force en manière condensée lors d'un entretien? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai envie de dire peut-être que d'une certaine façon, il faut aussi savoir trier entre les gens qui n'écoutent pas du tout ou qui font semblant d'écouter et ceux qui ont un peu d'oreille pour ça. Il faut savoir ne pas s'échiner, on va dire, d'une certaine façon, face aux personnes qui ne seront jamais intéressées par ce qu'on a à leur expliquer. Par contre, pour celles qui ont un début d'écoute, ça peut être une clé d'entrée pour essayer. Mais par contre, Anne, très clairement, ce sera jamais la même clé d'entrée pour, comment dirais-je, donner envie à la personne d'en savoir plus. Il y a toujours une façon différente pour une personne de l'intéresser et lui donner envie d'aller un cran plus loin. Lui donner juste un tout petit peu, pas trop. Et c'est vrai que dans nos réflexes à nous, on a envie de dire tout ce qu'on sait, de transmettre notre savoir. Mais il ne faut pas trop en dire, justement. Ok, alors, Claire s'est exprimée, très intéressée par l'envers du décor. Bon, très bien. Donc, n'hésitez pas, Claire, à prendre rendez-vous. Patrick, n'y a-t-il pas un risque de laisser passer ses émotions? Est-ce que du coup, le coup de boule de Zidane était une façon de laisser passer ses émotions? Ah bah oui, bon là, c'est en fait, c'est pas le sujet tout à fait de la conférence, mais on peut dire que d'une certaine façon, Zidane s'est laissé emporter par ses émotions. Pourquoi? Parce que ça a touché quelque chose de très profond chez lui, une valeur de respect des cultures différentes, hein. Il s'était fait provoquer par un joueur italien qui savait pertinemment qu'il réagirait mal. Et voilà, donc je ne rentre pas dans les détails. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, le fameux soit fort ou soit parfait. Oui, Quentin, ça vous parle, ces drivers de. Peut-être vous, Quentin, ce serait un peu ça, ces deux drivers-là, soit fort ou soit parfait? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que vous rencontrez, vous, en face de vous? N'hésitez pas à me dire, Quentin, hein, par rapport à ça. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas à écrire aussi vos questions, vos commentaires, que je puisse essayer de rebondir un petit peu dessus. Alors, je rebondissais sur une remarque pour un patron qui doit être fort et ne pas montrer ses émotions. Oui, bien sûr, bien sûr. D'une certaine façon, ça peut être cette explication-là, Quentin, mais de temps en temps, ça n'est pas ça. C'est-à-dire que on lui a répété ça, effectivement, mais il n'a pas forcément ça comme driver, hein, de son mode de fonctionnement. C'est plus, on va dire, une forme de répétition. Euh, Bon, ça a créé une forme de croyance en lui, et les croyances sont souvent difficiles à bousculer, en effet, hein. Ça passe par un travail d'accompagnement personnalisé. Et Katia, donc, ça confirme la pratique que j'essaye de déployer dans l'entreprise, sachant que tout est question de dosage entre la prise en compte des émotions et les éléments factuels de l'entreprise. Bien sûr, quand on est sensible, il ne s'agit pas de tout mettre sur la table, mais laisser couler une partie de ses émotions parce que on sait que les personnes ont besoin d'entendre ces émotions. Elles ont besoin, un peu comme je vous le disais pour ce chef d'entreprise, d'entendre que vous ne les réfrénez pas. Parce que si vous êtes quelqu'un de plutôt sensible, eh bien, de toute façon, ces émotions s'entendent. Et donc, vous avez tout intérêt à montrer que vous n'en avez pas peur et qu'au contraire, c'est quelque chose dont vous vous servez de façon habituelle. Mais bien évidemment, c'est comme un peu, c'est comme une espèce de bouteille de gaz que vous n'ouvrez pas complètement. Vous ne laissez pas sortir tout le gaz d'un coup, donc vous ne laissez pas déborder vos émotions, mais par contre, vous laissez couler pour que justement, vous puissiez dire, mais ce n'est pas un problème pour moi, ce gaz qui s'échappe. Je l'utilise volontairement. Merci pour cette présentation claire et fondamentale. Bon, très bien. Et la communication non violente est un bon outil pour exprimer ses émotions? Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Bon, c'était pas, vous l'avez compris, ce n'était pas le but du webinaire, hein. Le but, c'était plutôt de dire en quoi les émotions et comment utiliser ces émotions pour pouvoir réussir ces projets complexes et ambitieux. Mais ensuite, pour gérer ces émotions, ce n'était pas le but d'aujourd'hui. Très bien, Patrick, j'ai progressé grâce à toi. J'ai un projet de management qui va évoluer suite à ton intervention. Bon, tant mieux. Merci beaucoup. Et
OK. Alors, voilà. Bon, je vous ai accepté Enzo, comme ça vous allez pouvoir, effectivement, heu, m'envoyer un message sur LinkedIn, il n'y a pas de souci et si c'est le cas pour d'autres, ben, n'hésitez pas. Voilà, on arrive bientôt, au terme de ce webinaire de 45 minutes. On peut encore en profiter, hein, pour celles et ceux qui auraient, d'autres questions, peut-être, qui voudraient, approfondir leur cas un petit peu plus particulier, n'hésitez pas, il nous reste encore, 1 ou 2 minutes pour ça, il n'y a pas de souci. Bon et désolé si le système de prise de rendez-vous est un peu, archaïque, mais voilà, malheureusement, mon calendrier ne veut pas se mettre à l'heure en fonction de mes disponibilités. Donc comme je vous disais, j'ai des dispos la semaine prochaine sans problème. Merci Quentin, bah, bonne fin de journée à vous, bon week-end prolongé si peut-être, vous partez en week-end du 14 juillet et puis sinon, bonne continuation. Oui, merci Yann, effectivement, on se retrouve, fin août je crois, hein, me semble-t-il, pour la suite. Ce qui est difficile dans les émotions, c'est le dosage. OK. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple concret, Claire, à me donner? OK, Adeline. À bientôt, je te remercie. Bonnes vacances à toi. Donc Claire, n'hésitez pas, hein, peut-être à si vous avez un exemple concret ou peut-être sans rentrer dans trop de détails, mais heu, pour que je puisse peut-être mieux répondre à votre question. Ou sinon, voilà, vous avez la solution de m'envoyer un message, sur LinkedIn et puis, juste après la conférence, on se cale un créneau pour échanger de façon, plus vocale. Ce sera peut-être plus simple aussi. OK Guillemette, merci, merci à toi. Bonne continuation. Alors Claire, peut-être si vous avez envie d'échanger ou sinon encore une fois, on se cale un créneau pour en échanger de façon plus individualisée, plus personnalisée. Voilà, il y avait monsieur ou madame Labarrère, je ne sais pas qui c'était. C'est pareil, n'hésitez pas si vous avez, encore une question. OK. Bon, je vois que non, il y a quelqu'un qui écrit, je vais attendre quand même le dernier message avant de raccrocher. Pas mal de coupures de son. Bon, OK. Vous et ceux qui sont encore là, vous m'entendez ou pas? OK, au revoir Anne. Bon, très bien, merci Stéphanie. C'est bon pour toi Stéphanie? OK, merci Katia. Claire, encore une fois, je vous tends la perche, n'hésitez pas. OK, merci pour cette présentation. Voilà, c'est peut-être pas inutile, je vous dis d'avoir cet, échange un peu plus individualisé si vous le souhaitez. OK, ben, s'il y a plus de questions, je vous souhaite une bonne après-midi et encore une fois un excellent, week-end du 14 juillet, puis peut-être aussi pour celles et ceux qui vont bientôt partir en vacances, de très, très bonnes vacances. Prenez soin de vous avec la chaleur qu'il va faire, voilà et et puis je vous donne rendez-vous, alors j'ai pas reprécisé, 14 juillet, non pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas affiché, le 14 septembre, ce sera «Réussir ses projets complexes et ambitieux en apprenant à expliquer ses intuitions et par le storytelling» et puis il y aura une autre, date le 16 novembre également. Donc voilà, vous serez certainement alertés, par LinkedIn et par mail. Voilà, très bien. Et ben, je vous souhaite une bonne continuation et on va donc pouvoir, arrêter. Alors, je ne sais plus comment on arrête d'ailleurs. Peut-être que si Pascal, tu peux revenir pour me dire comment on interrompt la retransmission. Mais en tout cas, encore une fois, je vous remercie pour votre présence, votre intérêt, votre interaction. Merci Katia. Merci à toutes et tous. Donc Pascal, si tu veux bien revenir pour me dire comment on arrête la retransmission, c'est peut-être tout simplement fermé. Voilà. Non, je ne sais pas si c'est terminé. J'ai pas l'impression.